السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتنا TV Ibdati. On continue la correction du série numéro 1 réservé au deuxième année bac BOF-PC. On a commencé la résolution de l'exercice numéro 1 qui était le sujet de la vidéo précédente, vidéo numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2, célérité des ultrasons, des ondes ultrasonores. Alors l'objectif de cet exercice, le but c'est de comparer la célérité des ultrasonores, des ondes ultrasonores dans différents milieux. Donc on propose ce dispositif expérimental qui est une boîte transparente, étanche. On peut l'assimiler à celle-là comme ça. Un émetteur des ondes ultrasonores de ce côté-là. Et un récepteur là, donc on a ici l'émetteur et ici le récepteur. Donc le récepteur peut être, on peut le déplacer, c'est-à-dire les coulisses, comme ça, pour changer cette distance qui le sépare, bien sûr, à l'émetteur qui se trouve à 0 de cette règle là. Donc la longueur totale de la boîte, c'est 1,80 mètres. Alors bien sûr, on a pris toutes les précautions pour que l'émetteur et le récepteur ne se détruisent pas. Donc, parce qu'on va étudier la célérité dans l'air et bien sûr dans un liquide. Donc on est obligé d'immerger l'émetteur et le récepteur dans le liquide, donc il faut les protéger. Alors pour le générateur, donc le générateur c'est comme ça, donc on a un générateur qui alimente bien sûr l'émetteur avec au début des salves ultrasonores, on va discuter après, choisir des salves, et bien sûr peut-être ce générateur là, peut-être un GBF. Donc on va voir au début, on va considérer un générateur de salve ultrasonore. Bien sûr, ces deux bornes-là, une vers la masse et l'autre vers l'entrée d'un système d'acquisition, par exemple, une Arduino, par exemple, comme ça. Et vers l'ordinateur. Donc c'est celui-là qui acquiert les données. C'est ce qu'on appelle l'interface entre l'expérience bien sûr et l'ordinateur. Donc c'est lui qui recueille les informations et ainsi l'ordinateur les traite et les affiche comme on va voir ici. Alors j'espère bien. Donc et bien sûr ici donc le signal émis par l'émetteur, on la visualise ici, et bien sûr c'est reçu par le récepteur qui est aussi lié à l'interface d'acquisition et lié aussi vers l'ordinateur. Donc comme ça on va voir le signal émis et le signal reçu. Alors là c'est le schéma, on a bien la figure qu'on visualise sur l'écran de notre ordinateur. On voit bien ici la tension à 0, c'est-à-dire la tension du signal émis par l'émetteur, fonction du temps bien sûr. Donc à t égale à 0, une salve ultrasonore est émise. Donc après une durée, il va encore une fois émettre une autre, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle les salves. Chaque fois qu'on appuie et l'on voit un signal. EA1, c'est la tension au bord du récepteur. Donc on voit bien le temps. Donc on voit bien qu'il y a un décalage, bien un retard. C'est ce qu'on appelle le retard temporel entre le signal reçu par le récepteur et le signal émis par l'émetteur. Donc à partir de là,
on peut mesurer ce delta de delta t, ce retard-là, bien sûr, ce qu'il fait, ça c'est l'interface et l'ordinateur. Alors, les résultats sont affichés ici, donc c'est ce qu'on a fait. On a pour différentes distances, donc on déplace le récepteur. Au début, il est à 1 mètre, et après, bien 1,60 m, après 1,50 m, ainsi de suite. Donc, on fait varier cette distance-là, récepteur, émetteur. Donc, et on mesure, bien sûr, ce retard-là. Dans le cas où la boîte est vide, c'est-à-dire l'air, puisqu'il est l'air, et une deuxième expérience pour mesurer le retard dans le cas du liquide. Alors, on a représenté, normalement, la question, c'est de faire représenter L en fonction du taux, c'est en fonction de ce retard-là, pour chaque milieu, pour l'air et pour le liquide. Donc on a ces deux courbes-là, donc approximativement, celui-là c'est pour l'air et celui-là c'est pour le liquide. Ici on a la distance qu'on fait varier et bien sûr c'est le taux qu'on mesure à chaque instant à l'intermédiaire bien sûr de cette interface-là. Donc après cette introduction-là, j'espère bien que vous avez bien compris la situation, donc on va commencer à l'étudier. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on me demande en première question, c'est de représenter graphiquement ces résultats. Donc, avant de commencer la correction de cet exercice, j'aimerais bien commencer par ce petit test. Alors, la question est répondre par oui ou non et justifier. En général, les ondes ultrasons sont des ondes mécaniques, sont des ondes transversales, sont des ondes tridimensionnelles. Réfléchissez bien, qu'est-ce qu'une onde et qu'est-ce qu'une onde mécanique, qu'est-ce qu'une onde transversale et qu'est-ce qu'on entend par tridimensionnel ou dimensionnel ou bien bidimensionnel et unidimensionnel. Donc il y a 3 types suivant la direction. Alors commençons par, est-ce que les ondes ultrasons sont des ondes mécaniques? Bien sûr que oui. Donc notre réponse sera oui. Les ondes ultrasons sont des ondes mécaniques. Sont des ondes mécaniques. Justification, comment on peut justifier? Alors, tout d'abord, nécessite un milieu matériel, donc elles sont des ondes mécaniques, et en plus sont des ondes, pourquoi? Parce qu'elles correspondent à la propagation d'une perturbation. Qu'est-ce que cette perturbation? Ce n'est que des compressions et des détentes des ondes du milieu. S'ils se propagent dans l'air, ce seront des compressions et détentes des ondes de l'air qui se déplacent. C'est-à-dire que ce n'est pas là qui se déplace, c'est seulement la perturbation. C'est une différence de pression qui se déplace. Mais c'est-à-dire l'air, les molécules d'air restent à leur position. S'ils se déplacent dans le liquide, si ce sont des ondes de liquide, dans un solide, ce sont des ondes solides, ainsi de suite. Donc, c'est oui, bien sûr, ce sont des ondes mécaniques. Donc, ils nécessitent un milieu matériel et ils correspondent à des compressions et des détentes. Est-ce qu'ils sont des ondes transversales? Bien sûr que non. Pourquoi? Il faut justifier. La direction de propagation, la direction de propagation de la perturbation, on a dit qu'il y a des placements comme ça, horizontalement de la perturbation. Donc, la direction de propagation de la perturbation, j'abrévie un petit peu, la perturbation. Donc, la direction de propagation de la
perturbation est la même que la direction de propagation, la direction de propagation de quoi? De l'onde sonore. Donc la direction de propagation et la direction de perturbation sont les mêmes. Donc ça c'est longitudinal et pas transversal. Il n'est pas transversal. Donc la réponse est non. Une onde tridimensionnelle. Bien sûr, oui. En général, si oui, parce que une onde ultrasonore peut se propager dans toutes les directions qui lui sont offertes. Mais si on l'oblige d'une manière quelconque de se propager suivant une seule direction, dans ce cas-là, il va être unidimensionnel ou bien même bidimensionnel. Donc en général, ils sont tridimensionnels parce qu'ils peuvent se déplacer ou bien ils peuvent se propager dans toutes les directions qui lui sont offertes. On passe donc à la deuxième question. Alors on passe à la question numéro 2, comparaison de la célérité dans différentes milieux. C'est ça l'objectif. Alors pour nous, il nous demande de représenter ces résultats graphiquement. Donc représenter le graphe L en fonction du taux A, c'est-à-dire dans l'air, et L en fonction du taux dans le liquide. Donc moi j'ai déjà représenté. Donc l'allure c'est comme ça. Donc pour l'air, pour les liquides. Alors deuxième question, détermination de la vitesse dans l'air et dans le liquide des ondes ultrasons. Alors comment on va faire? Donc on sait bien que la durée, donc l'onde voyage de E jusqu'à R. Donc il parcourt une distance L à chaque fois. À chaque fois qu'on fait la mesure, donc il parcourt une distance L. Donc pendant une durée qui est égale à taux A pour le liquide et taux L pour le liquide et taux A pour l'air. Donc on peut écrire que V dans l'air n'est que la distance par le liquide qui est L sur taux. Et de même, la vitesse dans le liquide sera la distance L sur taux L, donc le liquide. Donc c'est la vitesse dans le liquide, c'est la vitesse dans l'air. Vitesse dans l'air. Donc à partir de ces deux relations-là, donc c'est là et c'est là, on peut conclure que L égale à VR fois taux A. Et de même, là, on peut écrire que L égale à VL fois taux L. Donc on voit bien que L et taux A sont proportionnels et bien sûr le coefficient de proportionnalité c'est VR. De même ici, L et taux L sont proportionnels, le coefficient de proportionnalité c'est VL. Alors d'après les courbes, pour le premier courbe, on voit bien qu'ils sont tous les deux sous forme de droite, donc on peut l'écrire sur la forme L égale à A taux A et L égale à B taux L pour le liquide. Et bien sûr, on voit bien que L et taux A sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité c'est A et A n'est que le coefficient directeur. A c'est le coefficient directeur de la droite pour l'air, donc on prend 2 points et on calcule ce facteur de proportionnalité, comme ça, c'est là moins c'est là, sur c'est là moins c'est là. Faire attention, bien sûr les unités c'est millisecondes, il faut convertir il me faut la conversion en secondes. Bien sûr pour avoir le résultat en mètres secondes moins 1. Donc on voit bien que A qui est le coefficient directeur de ces droites, et B qui est le coefficient de ces droites-là n'est que la vitesse. Donc en calculant donc VL, on va l'obtenir à partir de B, le coefficient directeur de cette droite-là.
Et VR, on va l'obtenir à partir de A, qui est le coefficient directeur de cette droite-là, qui est R. Donc, on fait l'application numérique, moins 1. Donc, si on compare ces résultats-là, on voit bien que celle-là est très supérieure. Donc, la vitesse des ondes ultrasons est supérieure, bien sûr, à la vitesse des ondes ultrasonores dans l'air. Donc, on continue donc avec la question numéro 3. Elle concerne les ondes ultrasonores progressives et périodiques et la mesure de la longueur d'onde. Elle nous demande au début de définir une onde mécanique progressive et périodique. Alors, pour répondre à cette question, il nous faut tout d'abord donner la définition d'une onde. Donc, c'est propagation, d'une perturbation. Alors, mécanique, donc elle nécessite un milieu matériel, un milieu matériel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se propager dans le vide. Périodique, progressive, tout d'abord, progressive, donc ça c'est progressive, c'est-à-dire qu'il se déplace dans un seul sens. Dans un seul sens. C'est pas comme ça, mais dans un sens. D'ailleurs, son déplacement, c'est toujours dans un sens. Donc, dans un seul sens. Et périodique, c'est-à-dire que cette perturbation-là se répète et est identique à elle-même pendant des durées bien déterminées qu'on appelle la période de l'onde. Donc, elle se répète identique, donc elle se répète identique à elle pendant des delta t qu'on appelle la période identique. Ce sont des delta t égaux, bien sûr, qu'on appelle la période. Alors, la question 3.2. Alors, pour la question 3.2, ils nous disent que les ondes mécaniques progressives périodiques ont une double périodicité. Ce n'est pas seulement la périodicité temporelle dont on a parlé tout à l'heure, mais cette périodicité temporelle est accompagnée avec une certaine périodicité spatiale. Donc cette périodicité spatiale, c'est-à-dire ces distances-là parcourues par l'onde à chaque instant T, à chaque période, qui sont identiques bien sûr, comment on désigne cette propriété-là physiquement, c'est-à-dire cette périodicité spatiale, comme on la désigne physiquement. Bien sûr, peut-être vous avez deviné la réponse, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que la longueur d'onde qu'on note là? C'est la plus courte. Bien, c'est la distance parcourue par l'onde au cours d'une période. Alors, au cours de cette question 3.3, elle précise qu'on a remplacé le générateur de salle ultrason par un générateur basse fréquence de fréquence 40 kHz. Donc, avec le système d'acquisition, on observe sur l'ordinateur en permanent les variations de ces deux tensions-là, c'est-à-dire ces deux signaux-là. Alors, on déplace au début ce récepteur jusqu'à ce que ces deux courbes-là soient en phase, de cette manière-là. Et on note la position, c'est-à-dire l'abscisse. On l'a noté x0. Après, on fait déplacer le récepteur doucement jusqu'à ce que
Bien sûr, si on commence à le déplacer, ces deux courbes-là vont se décaler. Mais elles seront en phase pour la première fois. Donc, quand ils sont en phase pour la première fois, on marque la position, c'est-à-dire x1. Et la question, c'est que, qu'est-ce que représente cette distance-là, x0 moins x1. Bien sûr, cette distance va représenter la longueur d'onde des ondes ultrasons. C'est comme ça qu'on les mesure. On mesure cette longueur d'onde. Donc, à cette occasion-là, je vais vous rappeler que j'ai déjà publié 2 vidéos sur ce genre d'expérience de mesurer la célérité des ondes ultrasons. 2 vidéos différentes. Une vidéo, ça fait presque 2 ans et un dernièrement. Donc, vous pouvez les consulter pour comprendre un petit peu le principe de mesure de la célérité des ondes ultrasons. Alors, je continue. Alors, maintenant, dans la question 3.2, il nous précise que avec cette mesure-là, la mesure de lambda sera imprécise. Donc, pour plus de précision, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait déplacer le récepteur et on compte le nombre de fois que ces courbes-là soient en phase. Donc, on le déplace jusqu'à ce qu'il soit en phase pour la 10e fois. 10 fois. Et on note la position, bien l'abscisse, x10. Et elle nous pose la question, qu'est-ce qu'il représente x0 moins, ou bien x10 moins x0. Donc, ça, je parle de la distance, c'est x1 moins x0, c'est x1 supérieur à x. Donc, x10 moins x0. Bien sûr, cette distance-là, qu'est-ce qu'elle va représenter? C'est 10 fois lambda. Après, elle nous demande de la calculer en nous donnant la distance, cette distance-là égale à 8,5 cm, ce qui donne directement la valeur de lambda qui est 8,5 cm sur 10. Donc ça c'est la valeur expérimentale qu'on va noter lambda expérimentale, c'est-à-dire à partir de l'expérience qu'on a obtenue cette mesure-là. Donc ça va donner 8,5 millimètres. Alors, la dernière question, 3.3, ils nous disent de comparer lambda théorique à lambda expérimental, sachant que dans les conditions de l'expérience, la vitesse, bien la célérité théorique, la vitesse de propagation est telle que égale à lambda théorique, bien sûr, sur t. Et on sait bien que 1 sur t va nous donner la fréquence. Donc lambda théorique fois la fréquence. De cette relation-là, on peut calculer lambda théorique. Lambda théorique, c'est V théorique sur F. Donc on fait l'application numérique. Donc V théorique, ils nous ont donné V théorique. Donc c'est 345 mètres secondes moins 1 sur F qui est la fréquence, c'est 40 kHz, donc il faut convertir en Hertz, donc 40 fois 10 talents. Donc comme ça, on calcule lambda et on trouve, donc je vais faire l'application numérique. Donc on trouve 8,6 millimètres. Donc vous voyez bien pour lambda expérimental est bien sûr à peu près égal à lambda théorique. Ils sont très proches. L'écart relatif est presque, donc on fait la différence entre la valeur théorique et la valeur expérimentale et on divise par la valeur théorique pour trouver l'écart entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça?
c'est que l'hypothèse qu'on a fait au début, que les ondes ultrasonores, qu'on a proposé qu'ils sont périodiques, donc c'est effectivement, ils sont périodiques, puisqu'on a trouvé, en mesurant la longueur d'onde, on a trouvé bien sûr conforme à la valeur théorique. Donc j'espère bien que cette vidéo-là vous a été utile. On continue, Inch'Allah, pour la vidéo numéro 3 avec l'exercice numéro 3 sur l'analyse et la lumière. Donc on va parler de l'analyse de la lumière, la dispersion, le prisme, ainsi de suite. En attendant la vidéo numéro 3, n'hésitez pas de nous encourager par l'abonnement et par le partage. N'oubliez pas de partager si bien sûr ça vous a paru utile et mérite d'être partagé. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.